Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle interview avec Frédéric Fontan, entraîneur actuel de Félix Auger-Aliassime. Frédéric a remporté le prestigieux tournoi des Petits As en 1984. Sur le circuit professionnel, il remporte le titre à Palerme en 91. Frédéric a notamment travaillé avec Jérémy Chardy, Caroline Garcia ou encore Vasek Pospisil et il entraîne depuis 2016 Félix Auger-Aliassime. Bonne interview et à très vite. Une première question déjà, comment est-ce que ça va, comment le début de saison se passe? Là, le gros point positif, c'est que Félix a eu des soucis physiques l'an dernier au niveau du genou. Et puis donc on a pu bien faire une bonne préparation cet hiver. Et puis là, au niveau de l'Australian Open, il a enchaîné quand même quelques matchs, dont un contre Dominique Thiem où ça a duré 5 heures. Et donc ça s'est bien passé au niveau de la prépa, des capacités physiques. Donc ça c'est positif. Puis maintenant il faut enchaîner les matchs le plus possible. Retrouver le rythme, comme tu dis, enchaîner les victoires. Comment tu arrives à mettre en place peut-être des choses avec Félix pour retrouver une spirale positive, on va dire? De toute façon, c'est un peu tout le même principe pour tout le monde. Voilà, on s'entraîne, on fait des compétitions et à ce niveau-là, c'est entre 20 et 28 tournois à l'année, avec un peu de repos et des périodes de développement entre les compétitions. Donc après, c'est s'entraîner pour pouvoir faire ensuite faire des séries de matchs, enchaîner les matchs pour gonfler la confiance, parce que la confiance, évidemment, elle est vraiment validée par les victoires. Et une fois que les victoires s'enchaînent, le joueur est en confiance. Et puis c'est là où justement l'aspect physique rentre en jeu, c'est qu'il faut pouvoir continuer à enchaîner les matchs et les tournois sans arriver à la blessure ou une saturation quelconque. Sur le rôle de coach, évidemment, ça fait longtemps que tu coaches sur le circuit. Comment tu vois que le métier a évolué en fait? Alors la grosse évolution, on le voit maintenant, c'est le nombre d'intervenants autour du joueur. Donc le métier de coach, ayant fait moi de la formation, du développement de joueurs avec Jérémy Chardy de 12 ans jusqu'à 30e mondial, tout ce processus junior, aussi avec Caroline Garcia. C'est vraiment, il y a le métier de coach formateur, jusqu'au junior et la transition chez les pros. Et ensuite il y a le coach sur le circuit, où là le coach devient plus manager d'une équipe, puisque on le voit maintenant dans le top 50, voire maintenant dans le top 100, il y a toujours en tournoi un physio, un préparateur physique et parfois même plus de physio ou de préparateurs physiques qui sont complémentaires. Et donc là, le coach devient manager dans le sens où il doit bien faire passer les informations à tous les membres de l'équipe. Et puis voilà, il est tout ce qui est après programmation. Effectivement, le rôle du coach, il doit être central puisque c'est toi qui trouve un petit peu les experts, on va dire, dans leur domaine pour après mettre en place des choses spécifiques. Le coach à haut niveau se doit d'être un bon généraliste, parce qu'on ne peut pas être bon partout. Et donc en étant un bon généraliste, on va avoir la capacité de choisir des experts en prépa physique, en physio, selon les besoins humains et techniques du joueur. Est-ce que tu constates une évolution de l'état d'esprit un petit peu Ce qui est sûr, c'est que je peux observer depuis le temps où je jouais dans les années 90 et maintenant, c'est que notamment avec l'accès de la technologie, c'est-à-dire que les joueurs dans le top 100, voire plus maintenant, tous les niveaux sont très resserrés parce que tout le monde a accès à l'information, avec la vidéo, tout ce qui est les fondamentaux techniques, il y a de moins en moins de lacunes parce qu'on voit ce que font les grands joueurs, comment on développe une bonne technique, il n'y a pas des trous techniques. Et la même chose pour la préparation physique, où l'information circule beaucoup, donc les joueurs sont bien mieux préparés qu'avant, bien mieux suivis au niveau de la récupération, de la prévention des blessures. Et donc ça fait que le niveau est très 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 compétitif. Comment tu gères l'entourage des joueurs avec qui tu travailles? Dans le sens entourage professionnel ou personnel aussi, parce que parfois ça prend pas mal de place. Là aussi, c'est
c'est à deux niveaux. Il y a l'aspect avant les juniors, où le joueur est jeune, donc c'est un projet souvent familial. Donc là, moi je suis très partisan, j'ai 2 enfants moi-même, donc c'est vraiment d'intégrer les parents voilà, dans le projet du joueur, hein, parce que de toute façon, souvent ça part de là, c'est des projets familiaux, et c'est le coach qui doit s'intégrer, alors que sur le circuit, là, normalement, si les choses ont été bien faites, voilà, ça reste de toute façon les racines d'un projet familial, mais après, c'est le joueur normalement et le capitaine de son projet. Il vient chercher la compétence, donc un coach et une équipe, ou un coach et ils vont construire une équipe. Donc là, c'est deux rôles différents, quoi. Il y a le coach, évidemment, à haut niveau. Lui, il doit... Le perso, ça, c'est le joueur. Hein. Normalement, quand le joueur est adulte ou la joueuse, voilà, le perso, ça regarde le joueur. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, le coach devient manager, voilà, de l'équipe, quoi. Bon, y a plusieurs méthodes de coaching, c'est un terme très très vague. Comment tu fais, toi? Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir un certain contrôle sur l'emploi du temps du joueur, que ce soit sur le plan professionnel, donc tennistique, physique et personnel également, où tu laisses quelque part beaucoup de liberté aux joueurs? En fait, bon, c'est quand même, évidemment, tous les coachs ont des nuances, mais là, si on parle vraiment sur le circuit pro, hein, dans le top 100, dans le top 50, tout le monde quand même fonctionne un peu de la même façon, compte tenu de l'emploi du temps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les tournois qui sont obligatoires quand on est dans le top 50, les grands chelems, les Master 1000, les 500 quand on finit dans le top 30, on doit en faire un minimum de 4. Donc déjà, ça c'est rempli. Et après, à l'intérieur de ça, il y a beaucoup de temps qui est consacré à l'entraînement. Donc là, c'est pratiquement toute la journée. Et bien évidemment, selon les périodes, si c'est des périodes d'entraînement ou des périodes de compétition, le joueur a toujours son cocon un peu privé où il doit se régénérer, parce qu'il faut se régénérer mentalement, émotionnellement et physiquement, recharger les batteries. Et ça se fait progressivement selon le joueur, selon le ressenti de l'entraîneur. Mais c'est sûr que l'entraîneur, lui, avec l'équipe, on fait un calendrier précis, justement pour pas qu'il y ait de perte d'énergie, quoi. Tu disais que effectivement maintenant les joueurs travaillent avec des équipes très étoffées. Est-ce que tu fais appel à des préparateurs mentaux, ou c'est toi qui gères ça avec d'autres personnes de l'équipe? En fait, plus spécifiquement pour Félix, mais moi de façon générale avec les joueurs, c'est toujours pareil, ça part du joueur. Quand il y a un besoin particulier, et ça je l'ai fait avec des joueurs, avec Félix et moi on a travaillé avec des préparateurs mentaux. Alors préparateurs mentaux, c'est quoi? Il peut y avoir vraiment un psychologue quand il y a un besoin particulier, ou alors des coachs mentaux qui aident à développer des stratégies pour faire mieux gérer les émotions, gérer les routines entre points. Voilà, mais ça part de l'athlète. Mais il y a aussi, moi c'est ma conviction là-dessus, puis là on bosse évidemment depuis 3-4 ans maintenant avec Tony Nadal, qui est conseiller donc auprès de Félix, puis aussi auprès de l'équipe. Lui qui a plus une approche pragmatique, ça se passe sur le terrain. Voilà, moi je dirais que je serais plutôt... c'est là aussi c'est important que le coach, mais aussi le physio, le préparateur physique, on fait toujours de l'aspect mental. Hein. L'interaction humaine, c'est de la préparation mentale, c'est de la psychologie. Donc il est important que soi-même, en tant que coach, on développe des capacités, une compréhension pour pouvoir faire au mieux. Et quand il y a vraiment un besoin spécifique, parce que ça c'est important, que les choses partent par rapport à un besoin réel de l'athlète ou de l'équipe pour aller chercher l'expertise. Tu sais, parfois sur des pertes de confiance qu'un joueur peut avoir, le coach forcément est extrêmement proche de son joueur. Dans quelle mesure parfois tu arrives, ou ça peut être un petit peu plus difficile parfois, d'avoir des informations pour aller chercher ensuite des clés pour essayer de repartir De toute façon, c'est permanent. Hein. C'est permanent, parce que c'est sûr qu'il y a des temps forts dans la saison, dans une carrière d'un joueur, dans un match. Il y a des temps forts et des temps moins forts, on va dire. Et cette gestion-là, elle est permanente, quoi. Alors, s'il y a une partie technique qui est la gestion du volume et de l'intensité des entraînements, parce que si on est fatigué physiquement, il va y avoir un impact sur le mental, et inversement, si mentalement le joueur n'est pas bien, seulement, il y aura un impact sur le physique. Donc ces batteries, là, ces choses, elles sont tout le temps mouvantes. Et comme tu as dit, la confiance, elle vient par les victoires. Mais si elle vient que par les victoires,
il faut aussi travailler en amont sur les choses, la confiance intrinsèque du joueur. Donc ça, c'est beaucoup par le fait d'avoir des informations justement par rapport à l'éducation, parce que là, il y a des piliers fondateurs. Donc il faut agir. C'est comme l'entraîneur, il est comme un thermostat. Il y a un thermostat des quantités d'entraînement, mais aussi de cette gestion émotionnelle, plus, un peu moins, parler un peu plus, parler un peu moins. Voilà, laisser aller le joueur, le laisser faire ses expériences, ou agir, c'est toujours le thermostat, quoi. Est-ce que tu travailles un petit peu avec la data? Oui, même bien. On travaille avec Fabrice Barraud, qui est un statisticien voilà, de la data depuis maintenant quelques années. Il fait partie d'une des personnes qui maîtrise ce sujet. Et ça, on travaille depuis un moment avec Félix. Là, c'est très important, surtout, je dirais, par rapport à un suivi longitudinal de l'athlète. C'est-à-dire que là, on a une photo, voilà, une photo de la performance dans le détail, brut, c'est pas discutable. Et puis, donc, comme on a des objectifs de travail avec l'athlète, on peut vraiment suivre, là, on va améliorer la performance au service. Donc, on a des KPI, des clés de performance, des moyens de mesure. Et puis là, là, on y est, c'est mesurable, quoi. Donc ça, c'est intéressant. On assiste parfois à des scènes un petit peu cocasses, on va dire, sur le circuit, mais pas que d'ailleurs, dans plein de tournois Challenger, circuit ITF. Toi, est-ce que tu aurais accepté qu'une joueuse ou qu'un joueur puisse te parler un peu mal, on va dire? Comment tu gères ça, si ça arrive? Alors, c'est sûr que pour moi, c'est comme j'ai 2 enfants. C'est une question d'éducation, dans le sens où moi, en tant qu'homme, en tant qu'entraîneur, éducateur, on est quand même aussi des éducateurs, parce qu'on entraîne des athlètes qui sont plus jeunes que nous. Et donc là, il y a quand même une limite de respect pour moi à ne pas franchir. Dans le sens, c'est pas parce qu'on est un athlète à très haut niveau, un champion, que l'on doit manquer de respect à une personne de son entourage ou son entraîneur. Pour moi, ça, ce sont des choses qui, normalement, ça se fait pas. C'est simplement de l'éducation, du bon sens, quoi. Parce que et surtout, il y a quand même un champion, un athlète est un exemple pour les jeunes. Donc de donner un exemple, un mauvais exemple pour les jeunes, pour moi, c'est pas bon. Après, bien sûr, je comprends, j'ai été joueur moi-même, il y a la frustration à gérer, le joueur est dans un état de tension émotionnelle très fort, donc il peut y avoir une interaction avec le box, des fois un peu difficile, mais il y a une barrière à ne pas franchir pour moi. Et effectivement, certains joueurs la franchissent, et ça, je pense que c'est qu'on soit un grand joueur ou un joueur à niveau ou à la maison pareil. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des joueurs avec lesquels l'entente n'était pas spécialement exceptionnelle sur le plan privé, mais où pour le coup ça fonctionnait bien au niveau professionnel? Non, j'ai la chance ou le fait d'avoir bien choisi. Voilà, j'ai toujours été un entraîneur freelance, quoi. J'ai toujours été freelance, et pas étant salarié d'une fédération ou d'une structure. Donc j'ai la chance de pouvoir tomber sur des bons projets, choisir aussi des bons projets. Mais généralement, de toute façon, s'il n'y a pas d'entente, comme on est 40 semaines de l'année, 40-45 semaines de l'année sur le circuit, avec le joueur, que ce soit sur le cours ou en dehors du cours, parce qu'on partage aussi des repas, même si ce n'est pas tous les jours. S'il n'y a pas une entente minimum, une alchimie, ça ne dure pas longtemps. Comment tu arrives à gérer une grosse défaite sur un match en Grand Chelem ou un gros match où le match, forcément, toi, tu l'as vécu de l'intérieur dans la boxe, où ça a été forcément difficile, tu passes par des hauts et des bas. Comment tu arrives, toi, derrière, quand tu es en face de ton joueur, à gérer ces moments-là? Ouais, mais c'est sûr que là, en fait, là aussi, chaque athlète est différent, mais de façon générale, une défaite est plus difficile à gérer qu'une victoire. Quand il y a une victoire, hop, le joueur, il va sur le vélo, il fait sa récupération, fait le feedback du match, c'est fluide. Parce qu'il y a même, en sachant qu'il ne faut pas oublier non plus d'avoir un feedback qui soit juste, dans le sens où même s'il y a une victoire, il peut y avoir des choses qui n'ont pas été dans la bonne direction.
Mais par contre, bien souvent, quand c'est une défaite difficile émotionnellement, là, souvent, c'est pas à chaud, quoi. C'est soit c'est le lendemain, soit on laisse passer un peu de temps pour que les émotions redescendent, voilà, pour pas aller sur un feedback, un coaching émotif qui est basé que sur le résultat. Donc là, laisser descendre tranquillement, et puis là, bien souvent, après, les idées sont au clair, voire on peut utiliser la vidéo pour avoir aussi des éléments qui ne sont pas subjectifs. Et voilà, et évidemment, il y a aussi des fois, il y a des défaites qui sont plus faciles à gérer parce que le joueur a perdu, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses, donc là, c'est plus fluide. Sur le rôle des coachs, on sait que parfois il y a des histoires très difficiles, forcément il y a très peu, voire quasiment pas de protection. Est-ce que tu penses que ce serait bien de créer une entité qui protégerait éventuellement les coachs sur le tour Oui, ça c'est sûr. Moi j'ai vécu personnellement une histoire difficile avec Jérémy Chardy, que j'ai entraîné pendant 11 ans. Voilà, évidemment, sans revenir en arrière par rapport à ça, c'est dommage parce que c'était une belle histoire du tennis français, dans le sens où on a été les premiers sur le circuit masculin d'être parti de 12 ans, le couple entraîneur-joueur de 12 ans jusqu'à 31e mondial, hors du système fédéral. Donc c'est une belle histoire, donc ça je pense que c'est important de garder ça en tête. Après, chacun on a eu nos torts, mais ça s'est mal passé. Et évidemment, en étant sur le circuit depuis un moment, malheureusement il y a beaucoup de problématiques de ce sujet. C'est-à-dire que le tennis est un sport individuel où il y a ce conflit d'intérêts où le coach, bien souvent, sauf quand il est employé par une académie ou une fédération, il est payé par un joueur ou une joueuse qui est plus jeune et à qui on doit dire les choses même quand c'est difficile. Donc imaginez une situation où un jeune coach qui est là, qui financièrement a besoin de ça pour vivre, et quand il n'y a pas de résultat, et donc toutes ces choses-là sont pas faciles à gérer, alors que dans d'autres sports, il y a peut-être au golf, mais je connais pas bien, mais bon, bien souvent c'est le coach qui est le boss du joueur, qui choisit ses joueurs, qui va jouer dans le sport d'équipe, effectivement. Donc une entité pour être au-dessus de ça, aujourd'hui, ça me paraît difficile, compte tenu où le tennis est un sport individuel, où c'est le joueur qui est devant de la scène. Les coachs, c'est une partie importante, le coach et l'équipe, parce que maintenant c'est vraiment toute une équipe autour des joueurs. Ça fait partie, mais on n'est pas devant la scène. Aujourd'hui, je vois pas trop comment, si ce n'est quand je parle maintenant, parce que je commence à être un vieux coach, quand je parle à des jeunes coachs, j'essaie de leur dire de toujours faire attention à bien travailler sur leur projet personnel, d'avoir une certaine indépendance, c'est d'avoir leur propre vision, leur propre plan de carrière, et si possible, même si je sais que c'est pas facile, d'avoir une certaine indépendance financière, une stabilité, parce que sur le circuit, déjà le résultat, la compétition, c'est de l'instabilité importante, de la pression, et en même temps, il y a quand même il n'y a pas de stabilité financière, parce qu'on voit le turnover des coachs avec les joueurs, surtout chez la WTA, c'est pas évident, quoi. Justement, tu parlais d'avoir une stabilité financière, c'est super intéressant, parce qu'effectivement, le tennis c'est un milieu passionnel qui prend énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de voyages, mais c'est vrai que tu penses que c'est primordial d'avoir à côté une activité secondaire qui soit quelque part un pilier et une sécurité en cas de contre-coup. C'est la difficulté, parce que ça c'est un peu, je dirais, même au-delà du tennis, quoi. Oui, c'est sûr. Dans le monde où on vit aujourd'hui, on a moins un métier pour la vie, même quand on est salarié dans une entreprise, on sait que maintenant les choses bougent. Donc il n'y a pas de solution magique, mais c'est important d'avoir en tête, parce que c'est déjà. On peut faire pour certains entraîneurs, évidemment, on peut commencer à travailler pour une académie, être salarié, commencer à apprendre le métier, ou dans une fédération, commencer au bas de l'échelle, ou former un jeune, mais en même temps, on peut aussi, ça dépend bien sûr d'où l'on vient, le niveau d'éducation, le niveau de scolarité, mais
il y a des moyens, voilà, faire de l'immobilier, entre guillemets, je ne vais pas sur ça, mais à côté, etc. Il y a des moyens, voilà, je ne dis pas que c'est facile. Et puis, sans parler de l'aspect aussi stabilité familiale. Voilà, ça, c'est autre chose, parce qu'on fait un métier qui est passionnel, où il faut voyager beaucoup de semaines, minimum, voilà, si on veut bien faire notre métier, il faut au minimum 30 semaines dans l'année. Donc, ça veut dire, bon, ben, quand on est un jeune couple ou un jeune couple avec des enfants, tout ça, il faut le gérer. Donc, il faut travailler aussi sur ce socle-là. Donc c'est un super métier, moi et je continue à le faire parce que c'est ce que j'aime. Évidemment avec le temps ben, on s'améliore, on devient plus fort, on augmente son savoir-faire, mais c'est très 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 beau parce que d'une part on vit des super émotions, parce que le sport c'est ça, quoi. Il y a une vérité, il y a des lignes, il y a des règles, donc on peut, voilà, il y a une vérité, donc on construit quelque chose, on est architecte avec le joueur et l'équipe, et des émotions extraordinaires, quoi, avec cette incertitude du résultat. Donc moi, j'encourage toujours voilà, les jeunes entraîneurs, voilà, de toute façon il y a toujours la possibilité de trouver un moyen, mais de bien faire attention à construire, à avoir sa vision personnelle, quoi, parce qu'on peut être secoué voilà, par la réalité du circuit. Ouais, la réalité du circuit, et puis comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, le côté familial aussi. Hein. Forcément, avoir une famille qui tolère, on va dire, que tu puisses partir énormément de semaines à l'année, c'est pas forcément évident. Ouais. C'est pas évident. Ouais. Tu as énormément voyagé, évidemment. Tu as vu plein de fédérations. Est-ce que, comme ça, il y a quelques pays qui t'ont un petit peu marqué dans leur approche du tennis, de la formation, du développement? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des grandes familles. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas de tournoi du Grand Chelem ou une économie faible. Et donc là, il y a comme l'Espagne, il y a une fédération qui n'a pas de moyens et la fédération est inexistante. Donc les académies privées se sont développées. Donc il y a une culture tennis. Et en Amérique du Sud, la même chose, surtout en Argentine. Une culture tennis. Voilà, il y a des clubs, il y a un savoir-faire de la part des entraîneurs. En Tchécoslovaquie aussi. Il y a toujours des bons joueurs en République tchèque, filles et garçons. Donc il y a une espèce de cocon qui est faite par la culture, un savoir-faire qui se transmet entre les joueurs, les anciens joueurs et les jeunes joueurs. Et après, il y a les fédérations qui ont les moyens financiers, comme la Fédération française de tennis, l'Australie. Donc là, il y a quand même un développement des joueurs qui est fait parce qu'ils ont les moyens. Il y a des bons entraîneurs. Et donc l'exemple de la France, on a toujours été le pays dans le top 3 du nombre de joueurs dans le top 100. Parce qu'il y a des entraîneurs compétents, il y a une bonne formation des entraîneurs, bonne formation des joueurs, des moyens financiers, des structures. Donc voilà. Et après, il y a un peu des exceptions. Pourquoi en France pas de vainqueur de Grand Chelem chez les garçons, hein, il y a eu chez les filles. Pourquoi un peu plus en Espagne ou dans d'autres pays. Donc après là, on rentre dans... Pour moi, il n'y a pas qu'une seule raison. Voilà, il y a des petites raisons. Puis après, il y a aussi le momentum, le timing, parce qu'on sait que pour aller gagner des tournois du Grand Chelem, il y a une fibre mentale, une force mentale qui vient souvent de l'aspect timing. Les pays de l'Est, à un moment donné, où Djokovic en parle très bien, c'est-à-dire qu'il y a la guerre, donc ça fait développer une force de caractère voilà, très importante. Donc voilà un peu les différences. Puis il y a le rôle des académies privées. On voit avec Patrick Mouratoglou qui fait des très bonnes choses parce qu'il a, en étant privé ou avec l'Académie de Nadal, ils arrivent à former des joueurs, à avoir des fondations pour donner la chance à certains joueurs d'éclore en dehors du système fédéral ou de projets familiales. Voilà. Puis après, il y a les purs projets familiaux, mais qui s'appuient toujours de toute façon sur une fédération, une académie, voilà, ou des sponsors, comme en Russie, des sponsors qui permettent de payer un entraîneur. Et sur le plan mental, c'est vrai qu'on a souvent entendu, je ne suis pas d'accord avec ça, mais le mental chez les Français, etc. etc. Toi, c'est quoi ton regard sur ça? Ouais, c'est vrai que moi, ça m'agace. Ouais, ça m'agace un peu quand on dit c'est très français. Ou, je veux dire, à un moment donné, les Français ils gagnent aussi dans d'autres sports, etc., dans des domaines. Donc, bon, pour moi, ça, c'est des caricatures. Il y a des Américains, j'ai vu des joueurs américains qui sont faibles mentalement, il y a des forts. Donc, ça, il faut mettre ça de côté parce que il ne faut pas mettre les choses dans des cases. Voilà. Il y a des joueurs qui sont plus forts que d'autres mentalement. Et puis après, c'est sûr qu'à un moment donné, l'aspect mental, voilà, quand les joueurs font ça, là, l'aspect mental à niveau technique égal, niveau physique égal dans le top 10, dans les matchs, bien sûr que la différence, elle va se faire sur l'aspect mental.
Mais à un moment donné, s'il n'y a pas les armes techniques, s'il n'y a pas voilà, les armes physiques, bon, voilà, donc c'est plus, pour moi, c'est plus un puzzle, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, pour aller grand chelem, pour être au top, il faut quand même tout avoir. Voilà, il faut tout avoir. Et bien sûr que le mental est très important et que c'est pas quelque chose qu'on met de côté. On a de plus en plus de connaissances pour savoir comment fonctionne le cerveau. Mais on sait aussi que le cerveau, c'est aussi lié à l'aspect de ce qu'on mange. Donc, voilà, donc c'est un peu plus complexe que ça. Il n'y a pas de recette miracle ou de solution magique quand on voit. Il faut faire attention aussi. C'est vrai que les jeunes avec Instagram aujourd'hui, ou sur Instagram, je cite Instagram et les réseaux sociaux de façon générale, c'est pour ne pas citer ce truc, mais il y a des concepts qui sont un peu mis en avant. Des concepts qui peuvent paraître comme des solutions un peu magiques pour les jeunes joueurs ou les parents qui voient ça. D'un coup, tout est mental ou tout est fait. Il n'y a pas de raccourci. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, par rapport à mon expérience, c'est voilà, le plus important, c'est la répétition. Voilà, d'être consistant dans l'entraînement, dans l'engagement, et ça fait améliorer la technique, le physique et le mental, quoi. Donc c'est cette consistance, savoir où est-ce qu'on veut aller, et puis après tous les jours faire l'effort, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent on voit sur les réseaux sociaux, effectivement, même sur internet, une espèce de vulgarisation d'un concept en, je sais pas, 30 secondes, 40 secondes, alors que c'est tellement plus complexe que ça, plus large, c'est en fonction de chaque être humain. C'est exactement ça, mais ça pas que dans le tennis, dans tous les domaines, quoi. Voilà, bon, c'est sûr que l'attention est captée, bon, c'est sûr que les jeunes maintenant sont captés, l'attention elle est captée parce que c'est bien fait, il faut reconnaître, c'est très bien fait, et puis c'est même intéressant, des fois il y a des choses intéressantes à venir, mais il faut faire attention de pas, par cette vulgarisation, de pas penser que c'est des raccourcis, des solutions magiques, quoi, de facilité, quoi. Eh ben écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Un grand merci à toi. Intéressant d'échanger sur le tennis. Super, merci. Merci.